Allons découvrir maintenant ce que les gens pensent des chevaliers. Bonjour. Allô? Ça va? Oui. Coucou, ça va? Oui. Bonjour. Bonjour. Coucou. Allô? Coucou, ça va? Ça va très bien. Allô, ça va? Oui, toi? Qu'est-ce que tu penses des chevaliers? Les chevaliers, ça date de longtemps. Puis toutes les photos qu'on voit, ils sont fines. Ils sont fins. Je trouve que c'est bien leur valeur, l'honneur, la gloire. Mais en même temps, ce qu'ils ont fait au cours de l'histoire, ça peut être discutable parfois. Les hommes de la noblesse. À cette époque, oui. Je perçois qu'il y a beaucoup de stéréotypes romantiques autour de l'image des chevaliers. Je pense qu'avec surtout les médias, on a tendance à cultiver en tant que société une image très... par exemple, dans les châteaux forts, de chevaliers qui vont venir au secours d'une dame et tout. Moi, j'ai l'idée très cliché du chevalier qui va sauver la princesse. Mais en vérité, je sais que c'est pas vraiment ça. C'était plutôt des gens qui étaient là pour défendre leur peuple et leur royaume. J'imagine que c'était de protéger les gens, un peu genre la police de l'ancien temps, là, dans ce style-là. Est-ce que tu connais des chevaliers célèbres? Les chevaliers célèbres. Je connais le roi Richard Cœur de Lion. Oui, je connais certaines figures historiques, mais je pourrais pas les nommer du bout de ma langue. Des chevaliers. Là, comme ça, non. Non, j'ai pas d'idée des chevaliers connus. Est-ce que tu saurais c'est quoi l'arme que les chevaliers utiliseraient? Dans la réalité, je sais plus ou moins, mais dans la culture populaire, c'est les épées. À part avoir une armure en métal avec Il y a une côte de maille et des plaques de métal à superposées pour former une armure. Je sais pas. C'est les clichés que tout le monde sait, là, des armures en espèce de gros métal, puis c'est à peu près ça. Là. Vous voyez comment les réponses varient? C'est le signe que les chevaliers sont encore entourés de mythes et de préjugés sur leurs valeurs, leur rôle et leur vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, lors de la Tiare, nous allons enlever ce genre de perception des chevaliers en vous montrant leur vraie nature et enlever aussi les ambiguïtés persistantes par rapport à ce sujet-là. Avant de pouvoir découvrir la vérité sur les chevaliers, il faut d'abord replacer le personnage dans son contexte historique. La naissance de la chevalerie est survenue au moment de la chute de l'Empire romain, soit un moment où le pouvoir est passé des mains de l'empereur de l'Empire romain aux mains des royaumes barbares indépendants et de l'Église catholique. Ultimement, c'est ce qui a mené à la naissance de la féodalité, un système de hiérarchisation de la société un peu complexe, alors nous allons essayer de vous l'expliquer facilement dans une petite capsule flash. La féodalité est un système politique reposant sur le fief, soit une terre ou un bien immobilier, concédé par le suzerain à son vassal, lequel est tenu en échange de lui fournir foi et hommage. Donc, le système féodal repose sur le soutien militaire des suzerains, que vous connaissez sûrement mieux sous le nom de chevaliers. Alors, qui sont donc ces chevaliers et quel est leur rôle? Les chevaliers étaient des combattants à cheval et des nobles admis dans l'ordre de la chevalerie au Moyen Âge. Avant, n'importe qui faisait preuve de courage et d'initiative pouvait occuper ce rôle, mais avec le temps, celui-ci est devenu exclusif à la noblesse et très réglementé pour garder la rareté de ce statut. Bref, devenir chevalier n'est pas aussi simple que l'on croit. Maintenant, je vais vous montrer à quoi pouvait bien ressembler l'accoutrement d'un chevalier à l'époque. Premièrement, il avait la cotte de maille qui était faite d'anneaux qui étaient entrelacés entre eux afin d'éviter que le chevalier se fasse mal avec des lames. De plus, la cotte de maille avait une autre partie qui allait sur la tête du chevalier pour nous protéger des coups. Sur cet accoutrement, il y avait la tunique rouge et elle était rouge pour camoufler le sang. De plus, elle était faite de soie. Comme vous le savez tous, l'arme de prédilection des chevaliers qui était utilisée lors de combats en duel était l'épée. Mais bien sûr, avant que je vous présente l'épée, je vais vous présenter le baudrier qui était à la taille du chevalier afin de tenir cette arme. L'épée était constituée d'un pommeau, d'une poignée et d'une garde et bien sûr de la lame. Il y avait le fourreau où la lame était placée à l'intérieur afin de la protéger.
Bien sûr, comme vous avez vu dans plusieurs photos ou vidéos, il y a la lance, mais celle-ci était juste utilisée lors des batailles et non pendant les combats actuels. Afin de protéger la tête du chevalier, il y avait un casque qu'on appelait un auge, qui était d'un cerclage qui entourait le front, et d'un nasal qui était au milieu afin de protéger le nez du chevalier. Afin de terminer l'accoutrement de ce chevalier ici, il y avait un écu. Normalement, ils sont ornementés pour que les chevaliers se reconnaissent entre eux lors des batailles, mais nous avons un sans ornementation. Celui-ci était fait de bois et de peau crue. De plus, afin de faciliter le port de l'écu, le chevalier avait une guige qui mettait autour de son cou. Et je vais vous le montrer ici, comment il pouvait tenir justement son écu. Donc là, celle-ci, c'est maintenant la guige. Tout cet équipement devait être fourni par le chevalier lui-même. Vous comprenez donc que c'était très dispendieux. Voici donc une raison de plus qui explique pourquoi seulement la noblesse avait accès à ce métier prestigieux. D'après ce que Sarah vient de nous montrer, les chevaliers avaient une apparence militaire très différente de ce que la culture populaire nous fait croire. Par exemple, voici comment nous nous imaginons l'armure du chevalier. Toutefois, ce n'est pas seulement dans leur apparence que les erreurs de représentation se confondent avec la réalité. En effet, le personnage s'est transformé en mythe il y a de cela bien longtemps. Tout commence à l'époque des Plantagenets au 12e siècle en Angleterre. Les personnages historiques comme Henri II et son fils Richard Cœur de Lion ont grandement contribué à l'idée fantastique derrière le mythe car ils ont fait du roi Arthur leur ancêtre, donc un personnage réel ayant côtoyé la magie. Il faut savoir aussi que les valeurs chevaleresques demeurent dans les récits, comme les chevaliers de la table ronde, mais elles sont souvent exagérées. Par exemple, ils jurent à leur dame un amour éternel, ils chassent les monstres et les païens, et ils épaulent leur roi dans les grandes batailles. D'ailleurs, ces valeurs se retrouvent dans le film de princesse de Disney, La Belle au bois dormant. On imagine souvent les chevaliers à la guerre, et bien que leur rôle militaire était au premier plan, ils avaient plusieurs autres occupations. Premièrement, il y avait des compétitions de joutes organisées pour le divertissement de la population et pour avoir la reconnaissance de leurs exploits chevaleresques. Ces duels sont un type d'affrontement opposant deux hommes à cheval. Cette pratique est très courante pour l'éducation des jeunes nobles de l'époque. Toutefois, la prestation servait de manifeste pour prouver la supériorité de la culture d'un royaume plus qu'un autre. Deuxièmement, les chevaliers pouvaient aussi participer au tournoi. Ce jeu peut être défini comme l'affrontement entre deux équipes de guerriers dont le but était de capturer hommes et chevaux pour ensuite les rançonner. C'est aussi une façon pour les combattants de donner suite à leur entraînement militaire. Ceux-ci sont organisés lors de grandes fêtes religieuses comme Pâques ou Noël. Sa notoriété avec le temps devient tellement importante qu'il en devient un événement de pèlerinage. Le combat n'était cependant pas leur seule source de divertissement. Les jeux d'esprit et de stratégie comme les échecs et les dames servaient à parfaire l'éducation des jeunes chevaliers. Sinon, la chasse est un sport et un divertissement pratiqué par les nobles de la société. Elle se fait à l'aide d'un cheval et d'une meute de chiens. Elle exige de l'endurance, du courage et de la ruse. Toutes des qualités admirées chez un chevalier. Le chevalier, malgré son statut de noble et d'héros, était accompagné d'un fidèle assistant qui le suivait partout lors de ses périples ou activités militaires. C'est son écuyer, qui était un jeune adolescent ou un jeune homme, qui était présent et qui était considéré comme son assistant personnel à l'époque. Celui-ci avait pour mission de devenir chevalier en suivant son maître et en l'aidant à entretenir son matériel, dont ses équipements et ses armes. De plus, en faisant cela, il apprenait les rudiments et l'art de la guerre et aussi de la chevalerie afin de bien devenir un bon chevalier dans le futur. Afin de devenir chevalier, il fallait compléter une étape finale et fondamentale, la cérémonie de l'adoubement. D'abord, la préparation commençait la veille, lorsque le chevalier faisait sa toilette. Donc, il prenait un bain et rasait ou taillait sa barbe. Celui-ci pouvait passer toute la nuit en prière dans une chapelle pour s'attirer la grâce de Dieu dans sa quête vers la chevalerie. Le matin venu, le chevalier devait s'habiller d'une façon très spécifique, soit avec une tunique et une ceinture blanche, tous deux symboles de pureté. Ensuite, il devait porter des chaussettes brunes pour représenter la terre qui acquérait son corps un jour et un manteau rouge écarlate pour représenter le sang qu'il serait prêt à faire couler en l'honneur de son suzerain, son roi et son église. La cérémonie pouvait se dérouler à l'extérieur, dans une chapelle ou, pour les plus fortunés, dans le palais royal. L'écuyer, donc le nom de chevalier avant son ordonnance, chaussait des éperons d'or et on lui rendait son épée qui avait été préalablement bénie par le prêtre sous la condition de toujours protéger les pauvres et les opprimés.
Dernièrement, il s'agenouillait devant son roi ou son maître chevalier qui lui décernait l'honneur. C'était par une tape de la main ou de l'épée sur les épaules ou le cou que l'adoubement était conclu. Cette scène est très reprise dans la culture populaire puisqu'elle est extrêmement symbolique pour les chevaliers. C'est ce qui les initie dans le monde des arts. Une fois adoubé, le chevalier recevait son cheval, payé par son père ou la personne qui l'avait fait chevalier, et son bouclier qui portait les armoiries de sa famille. Comme tout bon combattant, les chevaliers avaient des stratégies militaires très précises et détaillées afin de bien abattre leur ennemi. C'est à la naissance des conrois qu'on peut le constater car ce sont des petits corps tactiques qui ont été intégrés par eux. Les conrois sont des unités de combat nées pour ainsi dire au tournoi. Les chevaliers s'y battaient par groupe de 30 ou 40 combattants, se ralliant autour de la bannière de leur chef dont ils portaient les signes distinctifs ou armoiries. Le nombre de chevaliers dans un conroi n'est pas fixe. Ces groupes sont à l'origine de petites unités tactiques de la chevalerie. C'est ainsi grâce à cette formation que la plupart des chevaliers se battaient entre eux lors du Moyen-Âge. Si vous êtes curieux de voir à quoi ressemblaient des guerres de l'époque des chevaliers, je vous présente cette image. Celle-ci met en avant la tapisserie de Bayeux qui a été faite lors du XIe siècle. Celle-ci illustre la traversée des Dracards et d'autres péripéties qui sont liées à la conquête de l'Angleterre faite par le duc de Normandie en 1066. Depuis, il y a eu les croisades qui se sont étendues sur 8 épisodes. Ceci incluait les croisés qui étaient des chevaliers formés par l'Église catholique. Ils opposaient les musulmans et les chrétiens qui se battaient afin de récupérer la ville sainte de Jérusalem. Un autre ordre de chevalerie que vous connaissez peut-être est l'ordre des Templiers. Ce groupe de pauvres chevaliers du Christ, vivant religieusement et dans le dénuement, avait un rôle signifiant durant les croisades. Et oui, il assurait la police des routes et escortait les pèlerins catholiques vers la ville sainte à l'approche de Jérusalem. Plus tard, ces chevaliers qui partagent leur vie entre la prière et la guerre, dans le silence et l'austérité, le courage et la discipline, vont devenir l'armée permanente des États latins d'Orient. Voilà, vous connaissez maintenant les chevaliers sous leur rôle d'origine. Ils sont sûrement bien différents de ce que vous pouviez imaginer. De la naissance de leur mythe jusqu'à des exemples de personnages qui ont réellement existé, nous espérons que vous comprenez un peu mieux ce personnage mitigé. Les valeurs qu'ils promeuvent et le courage dont ils font preuve les placent véritablement au rang des modèles les plus marquants du Moyen Âge. C'est sur cette note que nous vous laissons avec la promesse de vous revoir prochainement pour un tout nouvel épisode de l'Ordre de la Tiare.